Salut Pauline. Salut Mégane. Et bienvenue sur Truc de Meuf, le podcast qui parle de santé et sexualité féminine avec bienveillance. Et cette semaine, on est parti aux États-Unis à la rencontre d'Apolline qui vit dans le pays depuis maintenant 10 ans. Elle nous racontera son parcours d'expatriée et nous donnera aussi quelques conseils sur l'accès à la santé et la drague aux États-Unis. Et d'ailleurs, elle en sait quelque chose puisqu'elle s'est mariée avec un Américain. On vous souhaite une bonne écoute. Salut Apolline et bienvenue sur Truc de Meuf. Salut. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de la santé et la sexualité à l'étranger. Alors, est-ce que pour commencer, tu pourrais te présenter et nous dire où est-ce que tu es en ce moment, s'il te plaît ? Ouais, donc moi, je m'appelle Apolline Augustine et je vis à Livermore, en Californie, aux États-Unis. Et est-ce que ça fait longtemps que tu vis aux États-Unis ? Ça va faire 9 ans cet été, ouais. Ah oui, d'accord. Donc, est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours, ce qui t'a emmené à passer de l'autre côté de l'Atlantique ? Ouais, donc à la base, donc j'ai terminé mon lycée, j'ai passé mon bac et à la base, je voulais être journaliste, donc je devais apprendre l'anglais. Donc je suis partie 1 an aux États-Unis en tant qu'au pair. C'est ce que j'ai dit à maman. J'ai dit à maman, je pars pour 1 an, ne t'inquiète pas. Et je reviendrai. Ça fait 9 ans maintenant. Mais donc du coup, j'ai fait 1 année d'au pair en Virginie, sur la côte Est. Et ensuite, j'ai renouvelé cette année pour faire une autre en Californie. Et ensuite, après cette année, j'ai fait quelques années d'études au Community College. Et après ça, du coup, je me suis installée avec mon mari à Livermore, en Californie. Et du coup, est-ce que tu es journaliste là-bas ? Non, pas du tout. Je travaille pour une boulangerie, du coup. Et donc du coup, tu nous disais que tu t'es installée, tu as rencontré ton mari sur place. Ça rentre un peu dans le cœur de notre sujet, qui est notamment les relations entre hommes et femmes aux États-Unis. Est-ce que déjà quand tu es arrivée, il y a des choses qui t'ont marqué, que tu as trouvées vraiment très différentes par rapport à la France ? Ouais, en fait, je m'en suis beaucoup rendu compte. En fait, je me suis plus rendu compte quand je suis allée au Community College. Parce que là, c'est vraiment où tous les jours, tu vois un petit peu les mêmes personnes et vraiment là où tu connectes avec des gens de ton âge, on va dire. Je me suis très très vite rendu compte que c'était pas la même chose, même en termes de se faire des amis. D'accord. Et qu'est-ce qui est différent ? C'est compliqué, mais dans les termes de relations aux États-Unis, bon, après ça c'est mon expérience à moi, il y a plus ce truc aux États-Unis où les gens ils cherchent quelque chose dans la personne. Si tu ne vas pas m'apporter grand-chose personnellement, il va pas y avoir une amitié, en gros. Donc c'est beaucoup dans le qu'est-ce que je peux recevoir de toi, en gros. On va pas juste être amis juste pour être amis. Ok. Et dans le terme des relations plus restons les relations amicales en tant qu'homme-femme, aux États-Unis c'est très compliqué. Donc moi en France j'avais beaucoup de potes qui étaient mecs et sans qu'il y ait vraiment quoi que ce soit, vraiment juste platonique. Oui, des potes quoi. Et aux États-Unis, je me suis rendu compte que dès qu'en fait j'essayais d'aller un petit peu plus loin dans la relation amicale, il y avait toujours cette idée que ça allait être plus loin dans la relation amoureuse. Donc en fait, ça pour moi une relation amoureuse en fait. Ok. Donc du coup, t'as pas de potes mecs aux États-Unis ? J'en ai pas trop, sauf que maintenant que je suis mariée, c'est différent. Ouais. Parce que du coup, maintenant, on s'attend pas oui, qu'il y ait une que je couche possibilité avec d'évolution. Ouais, mais c'est vrai qu'en fait, quand j'ai essayé de me créer des amis aux États-Unis, moi, souvent je donnais mon numéro de téléphone parce que c'est plus simple de se retrouver pour aller boire un verre ou quoi que ce soit. Et en fait, donner mon numéro de téléphone, ça donnait une indication au mec que je voulais aller plus loin en fait. Et je m'étais pas rendu compte que à la base, on devait échanger des réseaux sociaux et pas des numéros de téléphone. Après, ça c'est mon expérience et peut-être que ça a changé maintenant, mais en tout cas à la base c'était Snapchat, je me rappelle. C'était on donne son Snapchat. J'ai même plus ce réseau, c'est pour dire. Mais ouais, et du coup comme moi en fait je faisais l'erreur de donner mon numéro de téléphone, ça a créé des quiproquos. Même
à aller à un point où j'ai eu des problèmes de stalking, des trucs comme ça. Ah oui, d'accord. Ouais, donc c'est Ouais. quand Ouais. même assez sérieux. Et j'ai entendu dire aussi, peut-être que c'est un cliché, mais que aux États-Unis, les gens sont très dans affectueux, c'est-à-dire à te dire mon chéri, ma chérie quand ils te voient, même s'ils te connaissent pas depuis très longtemps, et que c'est pas du tout le signe qu'ils t'apprécient en fait, que c'est vraiment une façon de parler comme ça, quoi. Ouais, en fait, c'est plus en tant que fille, hein, je dirais. Euh, il y a beaucoup aux États-Unis de faux, en fait. C'est un truc dont je ne m'étais pas forcément rendu compte. Que des fois, en fait, tu as l'impression qu'on est amis, mais en fait, on ne l'est pas, en fait. Et ouais, du coup, il y a beaucoup ce truc de honey, nanana. Tu vois, il y a beaucoup de parler, mais dans le fond, ça suit pas, on va dire. Et du coup, pour ce qui est des relations amoureuses, donc avec les garçons, là, tu nous disais que donner son numéro, ça donnait une indication. Est-ce que justement, il y a des codes qui sont très différents d'en France? En fait, c'est un peu compliqué de parler du sujet parce que il y a aussi le côté de se faire des amis et les relations sont beaucoup plus différentes quand tu es enfant que quand tu es adulte. Et du coup, il y a aussi ça que je prends en compte parce que du coup, quand moi je suis partie aux États-Unis, j'avais 19 ans. J'en ai 28 maintenant. Et du coup, la façon dont j'avais mes amis au lycée, c'est quand même vachement différent d'après de faire des amis aux États-Unis. Mais donc du coup, j'essaie de penser, parce que ça se trouve c'est la même chose en France au final, de se faire des amis en tant qu'adulte. Mais il va falloir beaucoup plus forcer la chose en fait, forcer de se voir régulièrement pour qu'il y ait vraiment une connexion qui se fasse. Et il faut vraiment en fait qu'il y ait ce truc d'apporter à la personne quelque chose. Moi, quand je regarde mon groupe d'amis d'aujourd'hui, c'est beaucoup d'amis qui ne sont pas américains au final. D'accord. Et c'est des amis qui sont Ouais. français ou qui viennent de partout dans le monde? Un peu partout. Ma meilleure amie Alex, elle vient des Philippines. Et par exemple, les amis de mon mari, j'ai un peu plus de mal, on va dire, Qui, eux, sont à avoir américains. une connexion où j'ai pas cette impression en fait que je leur donne quelque chose ou ils attendent quelque chose de moi, je leur donne pas, ou je ne sais pas. Mais il y a une différence en tout cas. Après, je sais pas, c'est peut-être l'attitude de la française qui ne me plaît pas aux États-Unis. Il y a ça aussi. Ah, est-ce que les Français et les Françaises sont mal vus aux États-Unis? Il y a des clichés un peu autour. Ouais. D'accord. Ah ouais. Non, mais en plus, ça va au-delà de juste dire ah moi j'ai entendu dire que les Français nanana. C'est que par exemple moi si je réagis d'une certaine manière, on va me dire ah mais c'est parce que t'es française, Ah oui, d'accord. Tout se c'est parce que rapporte à ton t'as un origine, en mauvais fait. caractère. Mhm. Voilà. Donc ça me crée des fois des petits problèmes au travail, Et du mais coup, ouais. pour ce qui est des relations amoureuses, est-ce que, pareil, c'est un peu la même chose, c'est assez difficile d'avoir une relation avec quelqu'un ou pas tellement? Ça dépend parce que les one night stands facile, mais vraiment genre, t'es une nana, tu peux aller n'importe où, t'as envie de coucher ce soir, tu vas coucher. Facile, tu vois. Euh, Par contre, une relation qui est plus approfondie, on va dire, ça, c'est un peu plus compliqué. Après, j'essaie de réfléchir avec ce qui s'est passé les 9 dernières années. Euh, mais la manière dont ça s'est passé avec mon mari, c'est que lui, par exemple, ce qui m'avait étonné en soi, c'est que moi, parce que moi j'étais habituée à plus donner mon numéro de téléphone. Moi, c'était terminé, je donne plus mon numéro de téléphone, j'ai pas envie d'avoir des problèmes. Donc lui, en fait, donc on s'est rencontrés. Bon, je vais raconter la manière dont on s'est rencontrés déjà. On s'est rencontrés dans l'avion. Donc il était assis à côté de moi dans l'avion et on a C'est parlé en tellement fait. cliché de tous les films qu'on voit sur Netflix et tout. Donc en fait, on avait. Donc moi, je rentrais à Paris pour les fêtes de Noël et lui, il allait à Amsterdam. Donc en fait, tout l'avion de San Francisco à je crois que c'était en Islande. On était assis l'un à côté de l'autre. Puis moi, après, je suis allée à Paris, lui, il allait à Amsterdam. Et du coup, on a fait que de parler de trajet. Et en fait, c'est lui en fait qui m'a donné son numéro de téléphone.
il a pas donné mon numéro, il m'a pas demandé mon numéro de téléphone, il m'a donné son numéro de téléphone qu'il a écrit sur mon sac à vomi, que j'ai gardé. C'est romantique. Qui est encadré, que ma mère a encadré. Et du coup, ensuite, en fait, c'est là, en fait, ça se jouait sur, c'était à moi, en fait, de prendre la décision de lui envoyer un message ou non. Parce que du coup, lui, il avait aucun moyen de me contacter après ça. Donc c'était, tiens, je te tends la perche, mais après, toi, t'en fais ce que tu veux. Oui. Donc moi, j'avais pas eu cette habitude, en fait, entre relations hommes-femmes. Et puis donc, moi, à ce stade-là, je cherchais pas non plus vraiment à avoir un petit copain. Je venais juste d'être célibataire. Donc, je profitais de ma vie de célibataire comme il se doit. Et ensuite, je lui ai envoyé un message. On s'est retrouvés un date. Et à la fin de ce date, il m'a embrassée. Et je me rappelle que ça m'avait choquée parce que pour moi, après, c'est ce que je suis naïve, hein, mais pour moi, en France, une fois que tu as été une relation où tu embrasses, machin, c'est que tu commences vraiment à être connecté, on va dire. Pas aux États-Unis. Aux États-Unis, ça va être plusieurs mois de dating pour former cette connexion, en fait. Et ce que tu veux dire, c'est que s'il t'embrasse, ça ne veut pas dire forcément que vous allez avoir une relation derrière, que vous allez vous revoir. Ça peut juste être, voilà, il a passé une bonne soirée et c'est tout. Ouais, et en fait, j'ai passé une bonne soirée, mais je veux pas être dans la friend zone. Ah oui. Du coup, on s'embrasse, comme ça, tu sais où j'en suis, mais à côté, je vois d'autres filles. Ok. Donc, en fait, je sais pas si vous connaissez un petit peu la série The Bachelor aux États-Unis. C'est un jeu télé un peu aussi, non? C'est ça? Ouais, oui. C'est un jeu télé, et puis donc c'est soit un homme ou soit une femme qui va être entouré de plusieurs hommes ou femmes, et ensuite il y a une personne qui reste et qui se marie avec la personne. C'est un peu la même idée des États-Unis. C'est qu'en fait, tu as tes options. C'est que lui, par exemple, il voyait d'autres filles, alors que moi, au moment où il m'avait embrassée, moi, c'était en mode, ok, c'est bon, on est ensemble, tranquille, j'ai pas besoin de voir qui que ce soit, tu vois. Ouais. Et c'est quelque chose qui est assumé, du coup, tu le sais, c'est pas, il voit pas d'autres personnes et vous en parlez pas, c'est quelque chose qui est dit. Et quand il y a du sérieux, c'est posé ou c'est plutôt caché, ça? Moi, je le savais pas qu'il voyait d'autres filles. Mais c'est en parlant avec d'autres personnes qui me disaient, mais tu sais, ça se trouve, il voit d'autres filles, c'est votre première phase de dating. Tu vois, moi, ça me dépassait, je comprenais pas ce concept. Et en fait, je m'en suis rendu compte peut-être 2-3 mois après, quand on avait une soirée à la maison, et puis il m'a pris à part et il m'a demandé si je voulais être sa petite amie, en fait. Ah oui, alors que pour toi, vous étiez déjà ensemble. Ah, pour moi, j'étais il n'y a pas de souci. Moi, je pensais qu'on était déjà ensemble les 2 derniers mois. Et en fait, il faut qu'il y ait cette conversation. D'accord, bah remarque au moins c'est dit clairement. Au moins, voilà. Ouais. Mais alors que moi, j'avais l'impression qu'en France, c'était plus naturel. C'est qu'il y a un moment, bon voilà, on sait où on en est, on voit très bien. Aux États-Unis, il y a vraiment cette conversation, mais c'est limite une demande en mariage. Hein. C'est vraiment sérieux. Voilà, ça fait un moment qu'on est ensemble. Puis tu sais qu'en plus, il me dit, je vois plus d'autres personnes maintenant. J'ai dit, comment ça, tu vois plus d'autres personnes maintenant? Tu voyais d'autres personnes avant? Mais voilà, et puis c'est vraiment, si toi tu vois d'autres personnes, bah voilà, moi j'aimerais bien qu'on soit ensemble. Et puis c'est vraiment là où tu commences à avoir des étiquettes de petits copains, petites amies, machin. Et quand tu t'es présenté aux parents, aux amis, de cette manière. D'accord, oui, donc il y a un peu une phase de test pour voir si ça peut fonctionner avant d'officialiser vraiment. Ok. Ouais, et puis c'est vraiment ce truc du dating où tu vois en fait plusieurs filles et ensuite, par exemple, tu vas voir 4 filles dans la semaine, puis dans la semaine d'après, tu vas en voir 3, la semaine d'après, tu vas en voir 2, et ça va être la seule qui va rester en fait. Ok. Ouais, c'est vraiment comme une émission, quoi. Ouais, c'est... Okay. Ouais, c'est vraiment en fait comme un peu l'émission télé, bon, sans les dramas, les machins, et tout comme ça. Parce que bon, aux États-Unis, en soi, ça se sait en fait. Parce que la fille, elle va voir d'autres mecs, le mec, il va voir d'autres filles. Et puis, si ça marche, ça marche, quoi. Mais genre, tu peux pas tomber amoureuse direct parce que tu sais pas qui sont les autres. Ouais, voilà, tout ça. Oui, c'est sûr, mais c'est pas pour autant qu'il te dit, bah, je vois telle personne, et... D'accord. Non, parce qu'il faut qu'il y ait cette idée
que tu es la seule. Ok. Et du coup, au niveau de... donc là, on a vu pour les relations, mais au niveau de la sexualité, est-ce qu'il y a des choses qui sont très très différentes, peut-être au niveau des pratiques, ou même, tu sais, coucher le premier soir ou pas? Est-ce que tu as noté des différences? Ouais, alors moi, c'était un peu compliqué parce que j'ai eu des problèmes de viol aux États-Unis. Donc en fait, après ça, j'ai un petit peu arrêté. En fait, j'étais plus, par exemple, avec mon mari, Daniel, quand on s'est mis ensemble, ça a mis un moment avant qu'on couche ensemble. Parce que j'avais eu des problèmes avec d'autres mecs et j'avais un peu peur, j'étais un petit peu réticente, ouais. Tu as subi des agressions sexuelles, du coup, aux États-Unis, enfin, après des Ouais, rencontres, quoi. ouais. Il y avait quand même une fois où c'était un mec qui était français, au final, qui vivait à San Francisco. Et j'ai eu des petits soucis. J'aime pas trop en discuter de cette histoire-là parce que c'est un peu bizarre dans ma tête, en fait. Mais j'ai eu une autre agression sexuelle dans ma ville ici, où heureusement c'est pas allé très très loin. Mais là, c'était en fait j'étais fiancée et j'avais rencontré ce mec au parc où j'emmenais mes chiens en fait, et je le voyais souvent parce qu'on avait des chiens. Et en fait, lui, il m'avait en fait, parce que j'étais très gentille avec lui, il pensait en fait que je voulais coucher avec lui en fait. Oui, d'accord. Ils sous-entendent beaucoup de choses, alors qu'en fait, c'est pas du tout ce qui est pensé de base, par exemple, par les femmes, quoi. Ah ouais, et puis en plus, là, j'avais fait aussi l'erreur de donner mon numéro de téléphone. Parce que j'étais fiancée, et en fait, en plus, je parlais de mon mariage, je parlais de comment ça allait se passer, machin. Donc, je pensais que c'était clair à ce stade-là. Et ça l'était pas. Et, c'est allé à un point où vraiment, ça a été au parc. En fait, il m'a emmené dans un endroit, qui m'a mis sur mes genoux, machin. Il a commencé à enlever son pantalon. Mais heureusement, en fait, parce qu'il y avait mon chien, et que mon chien, il est assez protecteur, il s'est mis à grogner, à machin, ce qui l'a fait un peu peur, et moi, j'ai pu partir. Mais c'est vrai que ça m'avait un peu traumatisée, et après ça, j'ai eu beaucoup de mal avec les relations sexuelles. Bah ça oui, on peut que comprendre que ça soit super compliqué. Et c'est pas effectivement qu'une question d'être aux États-Unis, en France, enfin c'est la même, c'est un peu la même chose. Et est-ce que du coup, ça c'est un peu un truc qui t'amène justement à être moins sympa et plus fermé avec les hommes justement en te disant, faut pas que ce soit mal pris, mal interprété? Ouais. Ah, mais complètement. Et en fait, il y a cette idée qu'aux États-Unis, les filles, beaucoup de filles, c'est des bitches, comme ils l'appellent, parce que parce qu'on n'a pas confiance. Et après, ça, j'ai eu deux soucis comme ça dans mes 9 ans aux États-Unis, mais maintenant, quand je repense en fait à toutes les interactions que j'ai eues quand même avec des hommes, j'en ai eu beaucoup, il s'est rien passé en fait, et j'ai eu de la chance. Ça aurait pu partir loin, mais il s'est rien passé. Donc en fait, ça dépend toujours de la personne, on va dire, mais peut-être qu'aussi je faisais un peu plus attention. Ouais. Après, même si quand t'es partie de France, t'étais plus jeune, est-ce que t'as senti plus d'insécurité justement aux États-Unis que ce que tu pouvais ressentir en France ou justement c'est plus lié aux rencontres que tu fais et aux expériences de vie et ça pourrait arriver n'importe où? C'est sûr que ça pourrait arriver à partout, mais en fait, je pense que j'ai été un petit peu naïve parce en France, c'est plus direct. Tu vas avoir comment on appelle ça en français, les catcalls. Tu vois, les mecs, ils vont t'accoster dans la rue, ils vont te demander ton numéro de téléphone, machin. Et pas trop de ça aux États-Unis. C'est plus, ça va être un peu plus détourné, en fait. Et moi, c'est pour ça qu'en fait, moi, je me sentais en sécurité. J'avais pas de problème de mecs qui me demandaient mon numéro de téléphone dans la rue ou qui m'embêtaient, m'accostaient, quoi que ce soit. J'ai jamais eu ça. Oui, du coup, t'as un sentiment de sécurité forcément à ce niveau-là. Ouais, ouais. Et du coup, je faisais plus confiance au final. Oui, donc finalement, on se rend compte que c'est un peu pareil partout, quoi. T'as des mecs qui sont bien et d'autres pas du tout. Ouais. Ah ouais, non. Et puis il y a beaucoup je sais pas, du coup je sais plus en France comment c'est maintenant, mais aux États-Unis il y a beaucoup de cheating. Ah Il y a d'accord. beaucoup de tromperies. Ok. Ah, beaucoup. Mhm.
Même si tu Ouais. prends le temps justement d'être en couple et de te dire ok, on s'installe ensemble, les gens sont quand même infidèles. Enfin, moi, en tout cas, j'en connais beaucoup. Je crois que je connais plus d'infidèles que de gens qui sont pas infidèles. Ah ouais, quand même. Et Ouais, pourquoi bah à ce stade-là, ayons une relation libre, hein, je veux dire, c'est... est-ce que Mais ouais, t'as une idée de pourquoi les gens sont infidèles comme ça je pense que... Je sais pas si c'est les États-Unis, mais je pense qu'il y a ce... Je pense que c'est un truc de société, sûrement. Ouais, je pense que les gens, ils commencent à être habitués à, à apprécier quelque chose pour un certain temps, et ensuite c'est next, next. On a plus l'habitude, en fait, d'apprécier les choses à long terme, on va dire. Et du coup, Ouais. donc tu disais que dans ton cas, effectivement, tu as pris ton temps parce que tu as eu des expériences malheureuses. Ouais. Est-ce qu'il y a justement des codes aussi dans le pays, par exemple, on couche pas ensemble avant le troisième soir, ou des choses qui sont un peu dans la norme comme ça, ou pas tellement? Pas tellement. Pas tellement, et en fait, je pense que souvent, la plupart du temps, les gens couchent dès les premières dates, ouais. Et du coup, d'ailleurs, quand on parle de relations sexuelles, au niveau de la contraception, est-ce que le préservatif est sorti facilement de ce que toi, tu as pu expérimenter ou pas trop? Ouais. Moi, je trouve que ouais. Parce qu'en fait, il y a beaucoup cette idée aux États-Unis que les hommes, ils n'ont pas envie d'être associés avec une femme qui tombe enceinte ou quoi que ça. Ils veulent pas avoir d'enfant, tu vois. Donc, direct, ça va être, hey! Ouais, beaucoup. Et puis, moi, en termes de contraception, je prenais la pilule. Et puis, une fois que je suis arrivée aux États-Unis, j'allais au planning familial aux États-Unis. Donc, j'avais facilement accès à la pilule, au, au, aux capotes, trucs comme ça, tout en fait. Donc c'était simple parce qu'en plus je payais pas vu que j'avais pas d'assurance maladie aux États-Unis. C'était la seule manière pour moi d'avoir des moyens de contraception, c'était le planning familial aux États-Unis parce que j'avais pas les moyens de payer une assurance maladie quoi. Oui, parce que ça, c'est une grande question. Justement, le système de soins de santé aux États-Unis, on se demandait en tant que femme, tu as un peu répondu déjà, quels accès tu as à la santé pour aller voir un gynéco, pour la contraception et combien ça coûte, quoi. Ouais. Bah alors du coup, c'est vrai il y a deux choses à savoir, c'est que moi déjà je vis en Californie, qui est un État qui est beaucoup plus ouvert que la plupart des autres États aux États-Unis. Et en plus de ça, je suis une femme blanche. Du coup, moi, j'ai les privilèges euh, que beaucoup de femmes n'ont pas aux États-Unis. Et donc, moi, en fait, j'ai la chance de dire que là, moi, j'ai accès à une assurance maladie, à les docteurs, aux gynécos, tout ça. Donc, moi, en fait, je suis avec l'assurance maladie de mon mari, qui est offerte par son travail. Ce qui fait que moi, je peux aller chez le docteur sans payer, en fait. D'accord. Parce qu'en fait, c'est sa compagnie qui paye nos assurances maladie, en fait. Mais si tu n'as pas un job qui va t'offrir ça, c'est hors de prix. Je ne pourrais même pas te dire combien ça coûte, parce que ça dépendrait des états. Mais tu peux aller pour un rendez-vous chez le docteur juste pour un check-in, ça coûterait mais des centaines de dollars. Oui, donc on imagine bien que pour aller voir un spécialiste comme un gynécologue, ça doit être inaccessible. Ah non. En fait, c'est pour ça il y a des gros problèmes parce que du coup, on a eu des problèmes avec quand Trump il est arrivé au pouvoir, que du coup, il avait arrêté de financer les plannings familiales. Donc, il y en a beaucoup qui ont fermé, ce qui fait qu'il y avait beaucoup de femmes qui n'avaient plus accès à tout ça. Parce que le planning familial, quand même, ils offraient tout ce qui était moyen de contraception, les gynécos, tout ça. Euh, et moi, j'y allais mais gratuitement. J'ai fait tous les tests dont j'avais besoin de faire, même en termes de vaccins et tout ça, gratuitement. Et, Tout ce que j'avais à faire, c'était cocher une case qui disait j'ai pas d'assurance. et du coup, les plannings familiaux, ça a été instauré avec Obama, l'Obamacare, ou ça n'a rien à voir? Parce que c'est vrai que pour nous qui sommes dans un autre pays où on a la sécurité sociale, c'est pas très clair en fait de comment ça se finance, à quoi ça correspond, qui paye quoi. Ouais, moi je suis pas sûre, mais je pense que c'était avant Obama. Euh, Parce qu'il y avait quand même des mouvements donc avant Obama, mais
là, on a commencé à entendre parler, je pense que vous en avez entendu, du Roe versus Wade. C'était l'avortement aux États-Unis. Donc ça, c'était une loi qui était passée dans les années 70 aux États-Unis. Donc, comme quoi tu pouvais avorter. Et c'était une loi qui était passée dans tous les États des États-Unis. Et là, récemment, ça a été retiré, ce qui fait que maintenant, en fait, chaque État peut choisir si l'avortement est légal ou non, en fait. Oui, ça c'est une grande question d'actualité effectivement pour la santé des femmes. En Californie, tu disais que t'es dans un État qui est quand même relativement souple. Ce droit-là des femmes n'a pas été remis en cause du coup? Bah, dans beaucoup d'États, ouais. Moi, en Californie, comme je dis, j'ai beaucoup de chance parce que en fait, la Californie, c'est vraiment un État à part du reste. C'est limite, c'est son propre pays. Parce que on a quand même beaucoup plus de liberté dans tous les domaines que dans le reste des États. Je crois qu'à l'heure d'aujourd'hui, il y a 11 États dans les États-Unis où t'as plus le droit d'avorter. Et ensuite, c'est même pas juste le droit à l'avortement, il y a différentes échelles. C'est qu'il y a d'autres États où ça va être l'avortement, ça va être plus la pilule de l'avortement, ça va être illégal, ou alors ça va être les docteurs qui continuent à faire les avortements, eux ils vont aller en prison, machin. Il y a différentes échelles, ça dépend des États. Ok. Et du coup, est-ce que tu as constaté, quand tu allé au planning familial, que ça se passe, je sais pas si tu avais déjà été en France, est-ce que ça fonctionne de la même façon ou pas forcément? Est-ce que c'est beaucoup fréquenté? Ça se passe comment? Ouais, moi j'étais allée au planning familial, j'y allais à celui de Nemours, que c'était pratique, c'était juste à côté du lycée. Et ouais, en fait, c'est quasiment la même chose. Ça se ressemble beaucoup. Ouais, non, je pense que c'était vraiment la même chose en termes de... Ouais, en fait, vraiment, que tu rentres dans l'établissement et tu sais qu'il y a des gens qui sont là pour t'aider et tu te sens pas jugé ou quoi que ce soit. Mais du coup, Ouais. pour toi, ça n'a pas été compliqué justement de continuer à avoir une contraception en allant vivre aux États-Unis. Et est-ce que d'ailleurs tu nous disais que quand tu es arrivé, tu étais sur la côte Est avant d'aller en Californie. Est-ce que là justement c'était différent de l'expérience que tu as aujourd'hui? Après, je sais pas. Parce que quand j'étais sur la côte Est, c'était quand même avec Obama. Et il y a vraiment des différences. Hein. Entre Obama et Trump, ça a été quand même un truc assez bouleversant aux États-Unis. Mais ouais. Et en plus, quand moi je suis arrivée en France, avec. J'avais un petit copain qui m'a suivi aux États-Unis. Ouais. Il y avait. Comme moi, donc, je suis partie aux États-Unis en tant qu'au pair. J'étais en couple. Et ensuite, lui, il m'a suivi et il est parti aux États-Unis aussi. Donc, j'avais encore cette relation avec lui mes deux premières années aux États-Unis. Enfin, peut-être 1 an et demi, chose comme ça. D'accord. Et là, du coup, d'avoir un nouveau président, bon, c'est pas récent, mais que Joe Biden soit arrivé à la présidence, est-ce qu'il y a eu des nouveaux changements ou pour l'instant pas tellement? Pas tellement, parce qu'en fait, on se rend compte que en soi, le président des États-Unis, il a pas trop de pouvoir. En fait, ça va être plus le congressman. Et en fait, cette division de républicains et de démocrates, en fait, plus il y a de républicains, plus de démocrates, c'est ça qui va faire changer les choses. Et c'est ce qui a fait changer les choses par rapport à l'avortement. Parce que la plupart il y avait plus de républicains qui ont voté pour retirer cette loi et donner la liberté à chaque État de choisir au sujet de l'avortement, quoi. D'accord. Mais c'est vrai que ça... Et par contre, à l'inverse de ça, comme par exemple la Californie, tu parlais de la Californie, c'est vrai que là, ils ont quand même... ils ont quand même changé quelques lois en Californie, en fait, pour être sûr qu'il n'y ait aucune atteinte à la liberté des femmes en Californie, mais qu'en plus de ça, s'il y a des gens d'autres États qui viennent en Californie pour se faire avorter, qui ne seront pas jugés pour ça, en fait. D'accord. Oui, donc il y a quand même Donc c'était un petit peu protection. créer ce sanctuaire pour des femmes qui viennent d'autres États, quoi. D'accord. Oui, donc pour toi, finalement, la Californie, là, avec ta situation, il n'y a pas une grosse différence avec la France en termes d'accès à la santé en tant que femme. Et tu disais de femmes blanches. Ouais. Ça veut dire que pour les femmes racisées, même en Californie, c'est plus compliqué? Ouais, moi je pense parce qu'en fait ça revient à ce qui s'est passé quand Trump il a retiré les plannings familiaux. En fait ça a touché clairement certains endroits
certaines populations. Et en fait, quand tu regardes, ces populations sont majoritairement afro-américaines. Ouais. Est-ce que c'est les femmes afro-américaines qui sont les plus pauvres dans le pays finalement? Mm-hmm. Ouais. Ouais, et c'est pour ça qu'en fait, l'avortement, ça a été en fait au-delà vraiment du droit de la femme. C'était en plus regarder vraiment de plus près et de voir en fait les femmes qui sont touchées par ça. Ouais, ça a été dur à digérer. Parce que même, c'est là en fait où moi je m'étais rendu compte en vivant aux États-Unis, même en vivant en Californie, que ça fait peur en fait. Que là, en fait, c'était la première étape. Et ensuite, ça pourrait toucher la communauté gay ou quoi que ce soit, qui est du coup en train de... Là, ça fait beaucoup de débat en ce moment. Mais ouais. Alors, on peut l'imaginer, d'autant que ce qui s'est passé chez toi, ça a eu un impact partout dans le monde. En fait, ça a posé vraiment la question. Nous, on est en France sur est-ce que on inscrit dans la Constitution le droit à l'IVG ou non. Donc, alors peut-être que quand l'épisode sortira, ça aura évolué depuis, hein, parce que là, on est un petit peu avant l'été, mais du coup, ça a eu un gros impact. Donc, j'imagine que quand tu es dans le pays, il doit y avoir une angoisse supplémentaire qui s'installe, quoi. Ouais, parce qu'en plus, ce genre d'événement, en fait, ça crée des conversations entre les personnes. Et même si moi, je ne suis pas touchée en tant que médicalement parlant, ça a créé quand même des problèmes de division dans des familles, dans des proches, choses comme ça. Parce que du coup, en fait, ça ouvre la conversation au sujet de l'avortement. Moi, je me suis rendu compte qu'en fait, l'avortement, c'était quelque chose que, par exemple, mes beaux-parents ne supportent pas du tout, en fait. D'accord. Même en tant que... Donc, on parle beaucoup de républicains, de démocrates. Il y a aussi juste la place de la religion aux États-Unis qui est hyper importante. Et donc, l'avortement, c'est quand même... Enfin, pour beaucoup de personnes, ça va à l'encontre de ce qui est dit dans la Bible et machin. Et donc, comme moi, en fait, mes beaux-parents sont très religieux, ils sont chrétiens. C'est quelque chose dont ils n'acceptent pas, en fait. Et d'ailleurs, comme tu dis, la religion a un gros impact. Est-ce que ça a aussi un impact sur la sexualité? Parce qu'on peut supposer qu'il y a des tabous, même les relations hors mariage, etc. Est-ce que ça a une part importante là-dedans? Ouais, donc en fait, à la base, t'es pas censé coucher et avoir des enfants tant que t'es pas marié, tu vois. Et ça, c'est un truc que tout le monde sait, mais personne ne suit, en fait. Il y a pas... par exemple, même en tant que... Comme mes beaux-parents, ils sont très religieux, je sais que mon mari, il est né le jour où ils sont mariés. D'accord. Donc il savait, tu vois, que sa mère était enceinte et tout. Ils se sont dit, il faut qu'on se marie là, parce que sinon... D'accord. Mais pas trop. Mais c'est vrai que moi, je trouve que la discussion de la sexualité, même aux États-Unis, quand moi j'étais au père, j'étais nanny. Donc quand c'était des questions qui se posaient avec les enfants, moi j'ai l'impression qu'à l'école c'est pire que nous à l'école en France. Et encore moi en France, moi je savais pas ce qu'était un clitoris, mais jusqu'à très très tard. Et moi j'ai pas l'impression que ça a beaucoup changé aux États-Unis, en tout cas aujourd'hui. Donc je suis pas en France, mais aux États-Unis. En gros, une gamine ne sera pas au sujet du clitoris tant qu'elle va pas le regarder, chercher d'elle-même, en fait. Il y a quand même des cours d'éducation sexuelle à l'école. Alors, parce que chez nous, on est censé avoir beaucoup de cours obligatoires qui sont déjà pas du tout respectés. Mais est-ce qu'aux États-Unis, c'est prévu à l'école ou pas? Ouais, je sais pas. Parce qu'il y a des discussions enfin, c'est des débats, en fait. Et en fait, il y a un groupe de population qui sont à l'encontre de ça, et il y a des gens qui veulent plus s'ouvrir par rapport à ça, et ouais, je suis pas sûre. C'est quand même vachement tabou encore le sexe. Et est-ce que justement, par contre, avec tes copines, c'est quelque chose que tu abordes facilement? Parce que en tant que copine, en général, enfin, chez nous, en tout cas, c'est quelque chose dont on parle assez librement, assez facilement. Mais si là, il y a un certain puritanisme et que c'est tabou, est-ce que c'est plus compliqué? Moi, je trouve, ouais. Je trouve qu'il n'y a pas trop... En fait, je vois avec mes groupes d'amis, parce qu'il y a des filles à qui je peux pas en parler, il y a des filles à qui je peux en parler. Et en fait, je vois en fait qu'en fait, la plupart de mes copines qui sont lesbiennes, il n'y a aucun problème d'en parler. Par contre, les autres, je sais pas pourquoi, c'est plus tabou. Et j'ai l'impression en fait qu'au jour d'aujourd'hui, ça s'ouvre de plus en plus. Parce que maintenant, on a accès à plus d'informations.
Et je sais que par exemple là sur Netflix, nous on avait toute une série sur Netflix sur une dame qui venait chez les gens pour, pour créer des sex rooms. Donc Ouais. des pièces dédiées à la sexualité en fait. Ok. Ouais, et en plus à la sexualité propre à chacun, tu vois. Donc en fait, elle crée toute une pièce pour être sûr qu'en fait que ça soit en fait une pièce dont tu vas, si t'aimes bien les golden shower, tu vas avoir une golden shower, tu vois. Mais tu vois, et en fait, c'est un truc de fou que ça soit sur Netflix et du coup que ça soit un public. Oui, il y a un peu un Donc je trouve paradoxe. qu'il y a quand même un changement. D'accord. Ouais. Et est-ce que, du coup, pour revenir un peu sur les lois, la santé, si l'avortement, par exemple, était interdit en Californie, est-ce que c'est une chose qui te pousserait, toi, à partir des États-Unis ou pas? Ah ouais, complètement. Ouais. Et c'est marrant parce que c'est des questions dont je me pose en ce moment parce que l'année prochaine, je peux demander la nationalité américaine. C'est au bout de Et 10 du ans, coup, c'est ça, sur le territoire? ouais, ça dépend en fait donc, comment tu arrives aux États-Unis, et avec quel visa et si tu es marié ou non. Donc, moi, vu que je suis mariée, ouais, ça va faire à peu près 10 ans que je suis aux États-Unis et en plus, je suis mariée avec un Américain, machin, ça. Donc, je peux demander la nationalité l'année prochaine. Et c'est des questions dont je me pose parce que, avec tout ce qui est en train de se passer et les changements, j'ai un peu de mal en fait à me dire que je ferai partie de ça en fait. Parce que là, en fait, j'arrive à voir ça d'une manière détachée et limite critiquer ce qui se passe en fait. Mais une fois que tu fais partie de ça, c'est un peu plus ça. J'ai pas tellement envie de faire partie de ça. Et au sujet de l'avortement, si c'était illégal en Californie, ouais, je pourrais considérer de partir parce qu'en fait, je me dirais que c'est la première étape pour autre chose. Et c'est ça qui me fait peur en fait. C'est qu'en fait, me dire que ça, c'était une loi qui était passée dans les années 70 hein, et qu'on est maintenant en 2023 et qu'on est en train de faire des étapes en arrière, ça me fait peur. Là, je sais aussi que c'est beaucoup au niveau de, bah là, c'est la communauté gay qui est beaucoup touchée maintenant. Et ça fait peur parce que la communauté transgenre, tout ça, qui commence à être affectée par des lois par-ci, par-là. Donc, ouais, j'ai pas envie de commencer à avoir des enfants dans un pays où je sais que ça va empirer et que du coup, leurs droits vont être retirés. Ouais, parce qu'il y a une vraie difficulté, enfin une vraie homophobie, une vraie transphobie aux États-Unis. Ouais, non, c'est horrible. Moi, je sais, j'ai une copine qui s'appelle Luna, elle est transgenre, mais c'est même qu'elle vit en Californie, dans la ville où on vit là, elle vit dans la même ville que moi. Bah, il va y avoir une partie de la population qui vont accepter ça et une partie de la population qui refuse de rentrer dans son restaurant ou de s'asseoir à son bar parce qu'elle est transgenre. Et puis, même pas au sujet des gens transgenres ou quoi, c'est même les drag queens. Moi, j'ai participé avec ma boulangerie à un show drag queen où on servait des choses et tout. Et on a perdu beaucoup de clients. Ah oui, c'est à ce point-là, d'accord. Mhm. Et puis, c'était des menaces aussi. Ouais. Donc là, en fait, maintenant, il y a ce débat en ce moment aux États-Unis de est-ce que les enfants devraient avoir accès à des shows drag queen ou non. Ou alors, par exemple, je sais que les écoles, il y a commencé à avoir des drag queens en fait qui lisaient des livres aux enfants dans les écoles aux États-Unis et du coup, il y a beaucoup de parents qui sont contre ça et qui commencent à rouspéter. Et puis maintenant, il y a des lois qui commencent à être créées au sujet des drag queen shows, que ça ne devrait pas être accepté, que Oui, du coup, au-delà des droits des États, il y a quand même une mentalité qui est parfois conservatrice et même qui peut être transphobe, homophobe et même raciste aussi, j'imagine. ouais. Et en fait, le problème, c'est que, bon, après, moi, c'est mon impression, moi, hein, mais que depuis que Trump, il est président, qu'il a été président, en fait, c'est limite plus accepté de dire je suis contre ça. Alors qu'avant, c'était à la limite caché, tu vois. Mais maintenant, c'est ouvert. Moi j'ai eu des conversations avec des gens aux États-Unis, mais qui étaient complètement racistes et qui le qui n'avaient pas peur de le dire. C'est toutes ces discussions dont on commence à parler même ouais, au sujet ben, ça a commencé avec le racisme avec George Floyd, ensuite ça a été les femmes, maintenant c'est les transgenres, les gays, les drag queens, ça me fait un peu peur en fait
ce qui est en train de se passer. Parce que je me dis, jusqu'où ça va aller. Et ton mari, il serait prêt à déménager avec toi aussi? Euh, je pense que ouais, il le ferait. Mais c'est très dur pour lui d'imaginer de vivre autre part qu'aux États-Unis. Ouais, il a beaucoup d'amour pour les États-Unis. Il a servi, il a été dans l'armée pendant plusieurs années. Et il a quand même cette mentalité de si mon pays tombe, je tombe. Et ça, c'est Mais beaucoup d'Américains sont comme ça? ouais, il y a cette fierté, c'est beaucoup cette fierté d'être américain. Je pense que c'est aussi quelque chose dont on s'est rendu compte, même dans mon couple, avec les sujets des conversations de la femme et de la sexualité et tout ça, hein. C'est que lui, donc encore une fois, c'est un homme hétérosexuel blanc qui se rend pas compte en fait de certaines choses dont nous, en tant que femmes, on peut vivre ou même comment l'avortement ça peut nous affecter nous en fait. Bien plus loin que juste l'avortement en fait. C'est un truc dont il n'a pas compris pendant un moment. Et c'est en ouvrant cette discussion qu'il s'est rendu compte, ouais, en fait, ça fait un peu peur, quoi. Parce que lui, en tant qu'homme, bah, ça me touche pas tellement. Parce que j'ai pas avorté, on va dire. Oui, bien sûr. Oui, c'est de se mettre à la place d'eux et se rendre compte des privilèges qu'on a, comme tu en parlais précédemment. Et en tant que Ouais, femme, c'est vrai qu'il y a des choses que nous, on vit typiquement les agressions dans la rue. En France, toi pas trop, mais se faire accoster, etc. Ouais, le harcèlement de rue est hyper présent en France, hein. Et du coup, qui crée ouais, une anxiété quand on est dehors que les hommes, s'ils n'ont pas fait cet effort justement d'en discuter, d'essayer de se mettre à ta place, peuvent pas imaginer en fait. ouais, non. Aucune idée. Mais moi, c'était la même chose, hein. Quand moi, il y a tout eu ce truc de George Floyd qui s'est passé, moi, je m'étais pas rendu compte que j'avais les privilèges que j'ai. Donc, c'est la même chose. Mais c'est pour ça que je prône beaucoup la discussion. Même avec mes beaux-parents. C'est toujours de discuter dans la bienveillance et de savoir bon, bah, pourquoi vous êtes contre. Et c'est pas juger non plus. C'est d'essayer de comprendre. Et dès que tu juges, bah, c'est là que les portes se ferment et c'est terminé. Et là, on est tellement divisés. Franchement, notre pays, on a un point où si on avait une guerre civile, ça ne m'étonnerait pas du tout. Oui, enfin, moi, ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est qu'il y a vraiment des grosses différences entre les États, aussi en fonction de est-ce que tu as des moyens, pas de moyens, et aussi de ta Ouais, couleur de peau, ton statut social. Vraiment, la notion d'égalité entre les femmes, notamment hein, pour l'accès aux soins dans la sexualité, n'existe pas, en fait. ouais. Et puis j'ai ma patronne de la boulangerie, donc elle, enfin mes patrons du coup ils sont ensemble, ils sont mariés, ils ont perdu leur premier enfant d'une maladie génétique, donc ils sont retombés, donc elle est retombée enceinte en fait cette année, et ils ont fait les tests, ils se sont rendus compte qu'en fait leur bébé allait naître avec la même maladie génétique et du coup allait mourir de la même manière, et du coup ils ont pu avorter. Et il y a vraiment cette discussion il y a des gens en fait qui pensent que, oui, mais par exemple au sujet de mes beaux-parents, qui vont me dire, oui, mais cet enfant aurait pu être un miracle et aurait pu survivre. Mais comme tu as pris cette décision, tu ne laisses pas en fait la possibilité d'un enfant de vivre en fait. Alors que il y a l'autre sujet de conversation, c'est ouais, mais il y a les statistiques et on sait très bien que si l'enfant est né avec cette maladie, il y a aucune chance que cet enfant va survivre plus de 12 mois en fait. Et en plus, au-delà de la douleur, genre mentalement, tout ça, il y a aussi combien ça coûte en fait. Enfin, tout ce qu'ils ont dû payer en traitement pour cet enfant, pour pouvoir, juste parce qu'ils espéraient en fait que cet enfant vive. Et c'est des traitements aujourd'hui qui sont toujours en train de payer. Parce que maintenant, il y a de la thérapie, il y a tout ça. Donc, ouais, en fait, c'est de se dire, si j'étais pas en Californie, je pourrais pas, en fait. J'aurais pas pu avorter. Et j'aurais pas eu le choix, en fait, que d'accoucher et d'attendre que mon enfant meure. Ouais, ça amène vraiment à réfléchir autrement. Du coup,
Bon, pour le coup, nous, c'est vraiment différent en France parce que voilà, il n'y a pas plusieurs États et c'est un peu pour tout le monde pareil. Le droit ou pas le droit, voilà, ça diffère pas selon les États. Mais effectivement, bon, après, c'est difficile de dire si j'étais à ta place parce que je n'y suis pas, mais je pense honnêtement que ça me ferait vraiment réfléchir à est-ce que j'ai vraiment envie de rester ici et d'élever mes enfants dans un pays comme ça. Et ouais, ça fait vraiment beaucoup réfléchir ce qui se passe là en ce moment. Nous, on le vit de loin parce que voilà, on n'est pas là-bas, mais en tout cas, il y a des choses qui. Enfin voilà, ça fait émerger certaines choses, ça fait bouger, réfléchir. Donc en vivant là-bas, je pense que c'est encore plus. Ouais, ça remue encore plus. Ouais. Ouais, vraiment faire ses recherches de là où on va vivre et de l'accès aux soins. Moi, je me dis, si j'avais pas eu le planning familial aux États-Unis, je sais même pas comment j'aurais fait, en fait. Mais t'aurais pas pu te soigner et t'aurais pas pu avoir de contraception, en fait. Ah ouais, non. Et même, je le vois, hein, même, j'avais des problèmes de rage de dents. Je devais attendre de rentrer en France pour traiter mes dents parce que ça me coûtait moins cher de prendre un billet d'avion et traiter mes dents en France que de le faire aux États-Unis. Ouais, non, c'est compliqué, hein, quand t'as pas d'assurance maladie aux États-Unis. Donc, les gens, les femmes qui pensent au American Dream, good luck. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais ajouter dont on n'aurait pas discuté justement sur les relations aux États-Unis, l'accès aux soins, à la santé ou pas? Non, je pense que j'ai un petit peu touché à tout. Après, ça, c'est mon expérience personnelle. Et je sais que il y a des femmes dans d'autres États qui pourraient avoir une expérience complètement différente de la mienne. Ouais, la seule chose, c'est que moi, j'ai beaucoup, beaucoup de chance d'être là où je suis. Et d'être mariée avec l'homme avec qui je suis mariée. Et d'avoir accès à tout ce que j'ai accès. Et c'est quelque chose dont je sais et je suis hyper reconnaissante. Donc voilà. Donc si vous voulez vivre aux États-Unis, faites vos recherches. Et en plus, on dit toujours c'est mieux ailleurs, c'est mieux ailleurs. Bah, des fois, peut-être un petit peu regarder ce qui se passe ailleurs pour se rendre compte qu'au final, en France, il y a quand même beaucoup de droits qu'on a toujours au final. Et c'est pas donné à tout le monde. Et en plus, de se rappeler à quel point ça peut être retiré très rapidement. Bah, merci. Donc, allez voter. Je dirais ça. C'est ça le mot de la fin. Merci beaucoup. C'est ça le mot de la fin. Merci Faites beaucoup. attention. On espère que cet épisode vous a plu et qu'il vous aura fait voyager et peut-être même donner l'envie de visiter ce pays. On se retrouve dans 2 semaines pour s'envoler vers une nouvelle destination. N'oubliez pas de vous abonner au podcast et de nous suivre sur Instagram, le lien est en barre d'infos. On vous invite aussi, si vous le souhaitez, à participer à notre cagnotte sur KissKissBankBank pour nous permettre d'investir dans de nouveaux micros et financer nos voyages sur Paris pour la saison 2 qui démarre en septembre. Vous trouverez le lien dans la barre d'infos. On vous souhaite un bel été. Ciao les meufs!